Dans l'histoire de la tech, il y a les révolutions, et puis il y a les gros crashs. Des projets qui ont levé des millions, fait rêver le monde entier avant de finir à la poubelle. Aujourd'hui, on plonge dans les plus gros flops de la tech, les plus fous, les plus absurdes, les arnaques et parfois les plus dangereux. Des histoires folles de projets que vous connaissez peut-être, d'autres moins, comme une glacière connectée qui a arnaqué des millions de backers, des télés 3D que personne n'a voulu acheter, des bureaux cool valorisés à 47 milliards avant de s'effondrer, et même un bouton pour commander du sopalin. Et si je vous dis Apple Pipine, peut-être que ça vous dit rien. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Bien évidemment, je suis accompagné par mes petits osios. Comment vous allez, vous? Écoute, on est là. J'adore parce que j'ai pris une voix de con et vous avez répété la voix de con. Moi, j'adore la voix de con. Exactement. Ce que je trouve dingue avec cet épisode, et parce qu'on parle souvent des success stories, des entreprises qui marchent, qui cartonnent, qui vendent des millions de produits. Bien évidemment, on entend aussi des trucs, mais c'est plutôt des frictions, souvent liées à la géopolitique aussi. Mais on se rappelle pas forcément des gros échecs, ou alors on l'a entendu, on l'a enregistré, mais on l'oublie assez vite. Et là, on va revenir sur des thèmes. C'est une dinguerie. Juste avant, je voulais vous parler d'une petite citation que j'ai lue dans Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Le succès fait plaisir, nous récompense, mais si vous regardez votre passé, vous vous apercevrez sans doute que vos plus grandes leçons dans la vie viennent de vos échecs. Et bah là, cette citation, vous la prenez, voilà, vous la mettez dans le coin de votre tête, vous vous dites, ça, je dois l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Ce que vous allez entendre derrière n'applique pas du tout cette mentalité. C'est ça. Et surtout que les échecs, alors à titre perso, tu peux avoir des périodes où effectivement tu as des mauvaises décisions et tout. Les échecs dans la tech, ça coûte cher. Très vite. Ouais, très très cher. D'autant que généralement, quand tu veux mettre un pied de manière très prononcée dans ce monde des technologies, tu vas vite devoir faire face à des investisseurs, des business angels, des personnes comme ça pour faire des levées de fonds, éventuellement faire des IPO. Ce qu'on appelle une IPO, c'est une entrée en bourse. Bref, il faut avoir de l'argent pour conquérir le monde à travers un produit ou un projet qui te semble ambitieux et que tu veux faire découvrir au monde entier. Et vous allez voir que généralement, les marques et les projets qu'on a sélectionnés, il y a un peu de tout et ça se crache, quoi. Ouais, ce qui est assez fou quand même, c'est, je pense, l'euphorie d'avoir une idée que tu juges excellente, que tu mets toute ton énergie, toute ta foi, ta passion et tes heures, du sang, des larmes dans ce projet-là. Et au final, au moment où ça vient, c'est le crash total. Et en fait, tu vois que tu as eu tout faux sur toute la ligne. Ça doit être vertigineux quand même. Je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, il faut garder quand même en tête que l'échec, c'est parfois une nécessité dans un projet. Ouais. Maintenant, il y a des nuances. Et les nuances, vous allez très vite les comprendre. Pour vous remettre directement dans le contexte, je vous ramène en 2019. WeWork. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr, j'y suis allé moi dans des WeWork. C'est vrai? Bien sûr. Eh ben jamais, j'y suis jamais allé. C'est vrai? Non, jamais. Mais ça me fait plaisir que vous sachiez de quoi on parle, en tout cas. En 2019, WeWork valait 47 milliards de dollars. Purée. C'est colossal. Ouais. 3 mois plus tard, l'IPO, du coup l'introduction en bourse, s'effondrait et son fondateur a été viré. L'entreprise devenait le symbole d'un monde tech complètement déconnecté de la réalité et vous allez voir pourquoi, le personnage est fou. Et pour le citer d'ailleurs, ils ont voulu élever la conscience mondiale et pour ça, ils ont cramé 47 milliards de dollars. Mais attends, alors, juste, on peut parler 2 secondes de ce que c'est WeWork avant de... Mais bien sûr, j'y viens. Parce que je comprends pas, là, comment on peut partir en cacahuète à ce point-là? Et en fait, pour tout vous raconter, WeWork, ça naît à New York en 2010, cofondé par Adam Neumann, un entrepreneur israélien, fantasque mégalo. Le mec, et d'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu de la série We Crashed, qui a été créée par Apple TV+ en 2022, qui raconte un petit peu l'histoire de ce mec-là. Il y a une série sur WeWork, je savais pas. Ouais, et ce Adam Neumann est incarné par Jared Leto. Ah putain. Ah oui. Et son épouse, dont on parlera un petit peu après, est incarnée par Anna Tawai. Donc le cast solide et la série est une tuerie. Je vous en parle juste après. Adam Neumann, qui a cofondé avec Miguel McElway, qui était un architecte. Ils ont cofondé du coup WeWork. Leur idée en fait s'inscrit un peu dans l'air du temps, suite à la crise notamment de 2008 où les gens travaillaient différemment et de manière beaucoup plus flexible qu'avant. Globalement, tu vas d'un point A à un point B parce que tu travailles, tu vas à la défense pour bosser. Et maintenant, les gens sont beaucoup plus flexibles.
d'autant plus aujourd'hui avec le télétravail post-Covid. Mais du coup, on avait vraiment un essor du freelancing, Du travail hybride. du travail hybride, du début des startups et tout ça. Et t'es plus dépendant du Et, matériel, d'aller sur site, machin. c'est T'as aussi ça. On l'esprit appelle ça le d'entreprise. flex office aussi. Et notamment à New York, les loyers coûtent une fortune. c'est colossal. Enfin, à Paris, en vrai, on a les mêmes Paris, problèmes. la def, le prix des bureaux, mon copain, faut se lever tôt pour avoir un siège là-bas. Exactement. Et leur idée, c'est d'apporter une nouvelle culture du travail où justement tu vas réinventer l'immobilier de bureau. Et dans cette vision-là, ils ont voulu créer des bureaux, des structures où n'importe qui pouvait venir. Donc, un Rewan, un Mathieu, un Quentin viennent dans un bureau, prennent un petit bureau à l'intérieur de l'immeuble pour bosser, tout simplement. Ou alors, comme si tu allais dans un Starbucks finalement, ou alors une startup peut s'y installer et louer un loyer. Tout à fait. C'est des espaces de coworking. En fin de compte, le principe, c'est juste soit tu as un abonnement pour toi à titre personnel parce que tu es tout seul, soit ta boîte, elle a besoin de lieux ou de salles de réunion de temps en temps. Voilà. Puis tu as des services annexes. Tu as un food court. Tu peux avoir, je sais pas, des machines à eau. Puis tout ce qui est à côté, genre, je sais pas, une imprimante, ce genre de choses. Moi, j'ai découvert aussi ça dans des hôtels. Je savais pas du tout qu'il y avait des salles et où, en tout cas, tu pouvais louer pour faire des réunions si tu avais besoin de salles pour louer. Complètement. En 2012, la croissance, donc 2 ans après, la croissance est tellement fulgurante qu'il y a des dizaines de sites qui ouvrent dans différents pays. Leur but, c'est d'apporter une culture un peu geek cool où on va pouvoir apporter un univers startup un petit peu partout autour du monde. Donc ça ouvre à New York, mais ça ouvre à Paris, ça ouvre à Londres, ça ouvre à Shanghai, bref, il y en a vraiment partout. Et en fait, ça commence à exploser réellement en 2017 quand SoftBank, via son Vision Fund, injecte des milliards de dollars dans WeWork. Globalement, ils les ont repérés, ils ont dit « Ok, ça c'est la poule aux œufs d'or. Il faut y aller. En mode big licorne, j'y vais. » Et en fait, le problème là-dedans, c'est ce fameux Adam Newman qui devient une big rockstar de la Silicon Valley. Le gars le regarde en mode, mais putain, mais c'est le nouveau Steve Jobs, tu vois. À ce point-là? Je te jure. Pour un mec qui a ouvert des bureaux? Ouais, parce que en fait, il apporte une telle philosophie, une telle prestance de ok, nous on va réinventer l'espace de bureau, on va réinventer l'immobilier, je vais vous inclure dans mon projet. Il fait rêver les gens et notamment ses employés. Il y a une tu histoire vois. de charisme aussi là-dedans, je pense. Il y a un charisme dingue, il y a un ego surdimensionné. Ouais, il en faut un petit peu. Et le gars surtout apporte un vrai storytelling à sa boîte en fait, en leur disant bah voilà où est-ce qu'on est, voilà où on veut aller. L'idée c'est de s'étendre mondialement, de toucher un public colossal. Et en 2018, la société atteint une valorisation privée de 47 milliards de dollars sans jamais avoir généré aucun bénéfice. Ah. Le problème commence à arriver. Ah. Ok. Globalement. Là, t'as rajouté l'info là qui commence à tiquer parce que là, c'est pas de Tesla où genre t'es des crédits, machin, tout ça, et puis que ça met du temps parce que t'as tout le développement et tout. Là, on parle de Twitter. Là. Ouais, là, on parle de juste ouvrir des bureaux, c'est-à-dire que t'as besoin d'immobilier, t'as besoin de biens au sol, et puis après, c'est juste globalement tout ce qui va autour, type internet, mobilier, ce genre de trucs là. Exactement. C'est exactement ça. Donc, WeWork ne vend pas une technologie. C'est pas une startup tech au sens strict où tu vas créer un nouveau produit type Apple, Samsung ou autre. C'est plutôt un business model. Et un business model lié à l'immobilier. Globalement, ils louent des espaces gigantesques de bureaux et pour une durée de 10 à 20 ans. Sauf que eux, ils vont louer ces espaces, ils n'achètent pas le bâtiment. Donc, ils le réaménagent bien évidemment façon start-up. Tu le disais, Rewan, baby-foot, espace de cuisine, bureau scindé, espace de réunion si t'as envie, si t'as besoin. Tu peux y aller en tant que particulier, un peu style Airbnb, ou tu peux y aller en mode start-up. Avec évidemment le côté branché, Silicon Valley. Vous imaginez un petit peu le spectre. Et en fait, ils sous-louent du coup ces locaux à court terme à des freelances, des PME, des startups et tout ça. C'est un modèle d'abonnement. Alors, moi, je sais que quand j'ai regardé, parce qu'il y avait un moment où je me suis dit peut-être pourquoi pas, tu sais, quand t'es en télétravail, des fois d'aller travailler dans un. Ne serait-ce que se déplacer, tu vois, et de pouvoir travailler à l'extérieur. Voir des gens. Et puis même d'avoir un cadre où les gens bossent, du coup, ça peut amener aussi pour certains, de la motiver, quoi. L'abonnement, il est pas genre donné, hein. Ça, pour un truc qui génère pas de bénéfice, ça coûtait pas 2 € au mois. Hein. Non, ça coûtait cher. Alors, j'ai pas les prix sous la main, mais effectivement, ça coûtait vraiment pas donné. Ouais. Et en plus de ça, justement, ils ajoutent
dans ce package-là. Le côté cool de WeWork, donc ça va être aussi éventuellement des événements, le côté communautaire, le réseau que tu peux avoir à l'intérieur de WeWork. Il y a une sorte de branding lifestyle qui est en train de se créer. Et en fait, ils vont louer énormément d'espace. Et l'idée, c'est de devenir un catalyseur de croissance. Et ça, ils vont le faire dans tout le pays, dans le monde entier, dans plein de régions du monde différentes. Ils vont s'inclure partout. Et même, ils vont aller plus loin. C'est qu'Adam Newman veut imaginer WeWork comme une sorte de marque pour se développer. Donc, il va créer WeLive. Je ne sais pas si vous l'avez... Ça me dit rien du tout, ça, WeLive, pour le coup. Et WeLive, c'était un logement communautaire. Donc, dans un lieu, au lieu de le louer pour des startups, eh bien, tu pouvais louer un logement. J'ai regardé là un espace de coworking juste pour une personne toute seule, c'est 350 € hors taxe au mois. Ouais, et si tu veux le faire à l'heure, c'est 10 € de l'heure. Ça coûte quand même pas mal. Ouais, le passe-jour est quand même à 39 € par jour. Voilà, il faut avoir un petit peu de bise. C'est ça. Donc voilà, t'as WeLive. Qui a complètement bidé, hein, clairement. Ouais. Donc ce côté logement communautaire ou justement un peu style camp de vacances, des résidences universitaires. Mais l'idée n'est pas mauvaise en plus. L'idée est très bonne. Je trouve ça fou de se dire que en fait, bon, tu as probablement expliquer là-dessus le pourquoi du comment. Mais le concept de se dire j'ai des bureaux partagés, c'est cool. Et le logement partagé pour les étudiants ou pour les travailleurs d'un même secteur, ça pourrait être incroyable. Et c'est ça, c'est catalyseur de... en fait, on veut aller plus loin, on va éventuellement bosser ensemble, je vais rencontrer des gens, des start-upers éventuellement. Bon, là, le côté logement communautaire, ça peut être clairement dans ce cadre-là, mais ça peut aussi être pour un étudiant, parce qu'en fait, ils ont vachement basculé dans le côté immobilier, finalement. Et il y a un autre truc qu'ils ont créé qui s'appelle le WeGrow. Et ça, c'est complètement différent. C'est une école Montessori pour les enfants de start-upers. Donc ça, c'est un peu... Alors, c'est aussi vachement romancé dans la série We Crashed, où justement, c'est apparemment le délire de madame qui dit, bon, bah ok, j'ai envie de faire ça. Et dans les bureaux de WeWork, globalement, tu arrives, tu laisses ton gosse chez eux et c'est une sorte de maternelle où ils vont faire du Montessori. Bon, alors, comment c'est romancé dans la série, c'est un peu en mode... la meuf, c'est une hippie de dingue. En plus, incarnée par Anna Hathaway, c'est très drôle. Et c'est en mode, tu vois, les enfants, limite, c'est spirituel et tout. Bref, on leur laisse en totale autonomie d'apprentissage, exactement. Donc mais je pense que c'est une histoire un peu de genre... tu sais, le sens du vent, quoi. Tu mouilles le doigt, tu dis, ah, ok, en ce moment, il y a l'histoire de Montessori qui monte. Ah, on a un truc oui, quelque chose, allez hop, let's go. C'est exactement ça. Et l'idée, c'est de raccrocher le oui avec un autre truc, tu vois. Le oui, c'est cool et branché, ouais, c'est ça, c'est de la start-up, c'est le nouveau, c'est... Et du coup, le oui, c'est accroché ou non, quoi, apparemment. Très fort, très très fort. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mec derrière ce projet, le fameux Adam Newman, qui veut aller toujours plus loin, exploser le concept. Et justement, il y a ce côté ultra mégalo qui est vachement bien retranscrit dans la série. Et pour vous dire, il y a une scène, moi, qui m'a marqué. Le gars rentre chez WeWork. En plus, je crois qu'il est suivi d'une meuf qui veut l'interviewer ou un truc comme ça. Le gars monte les marches pour aller genre à je sais pas, 3 mètres de haut vis-à-vis des gens. Faut l'imaginer un peu en mode cathédrale avec des étages, etc. Il arrive sous Katy Perry Roar. Et une fois que la musique part sur son climax, le gars devient comme un dingue. T'as tout le monde qui sort, qui l'applaudit et tout. Vraiment, le côté mégalo de dingue. Ah oui, d'accord. Et ce problème de mégalo, de personnage ultra public qui, alors, il est parti de rien. C'était un mec, un nobody, justement un Israélien qui voulait vivre le rêve américain. Et c'est aussi hyper intéressant de connaître sa backstory à ce mec-là. Il est parti de rien, il avait un projet, il avait une idée, il en a parlé, il a essayé de trouver, il s'est démerdé de dingue pour arriver là où il en est. Le problème, c'est que derrière la vitrine, le business model derrière WeWork, il est ultra fragile et le cash sort aussi vite qu'il rentre. Dès qu'il y a un peu de cash qui va rentrer par rapport à un immeuble qui marche bien, il va dire ok, bah ça je le réinjecte directement dans un autre truc, dans un autre pays. Il laisse pas un peu d'investissement. Il réinvestit direct, il n'y a pas de trésor pour si jamais il y a un problème. Ça me rappelle un peu Amazon, ça aussi.
Petit parachute. Jeff Bezos notamment aussi, qui faisait comme ça. Dès qu'il avait gagné de l'argent, il réinvestissait tout. Bah, l'idée est pas mauvaise dans le sens où, bah, effectivement, si tu veux avoir une croissance ultra rapide, il faut que tu te fasses connaître. Et pour te faire connaître, il faut que tu injectes de l'argent et que tu ailles viser le monde. Ouais. Et donc, l'idée est plutôt bonne, sauf que ils sont passés vraiment à rien de la faillite. Et c'est SoftBank qui les a une nouvelle fois sauvés ouais. pour justement éviter cette surexcès de ce mec-là. Et c'est toujours l'ambition d'une personne. Et au final, au fur et à mesure du projet qu'il avance, il s'est vachement scindé de son cofondateur. Et là, on arrive au moment où ils se sont dit, bon bah ok, pour aller plus loin, il faut qu'on fasse une IPO, donc une fameuse introduction boursière, en 2019. Et à ce moment-là, il y a un gros problème. On ne sait pas d'où ça vient. Et pour faire une IPO, donc une introduction boursière, il faut un document qui est obligatoire, qui s'appelle le S1, qui expose globalement certains faits. Donc ton entreprise doit cocher des cases pour pouvoir rentrer. Sauf que y a eu plein de trucs bizarres par rapport à Adam Neumann, qui détient un super pouvoir. Ce qu'on appelle de vote dans une entreprise, donc il gère beaucoup de choses. Il a encaissé 700 millions de dollars personnellement en vendant des actions avant l'IPO. Il a acheté des immeubles à WeWork qu'il possédait lui-même, donc il sous-louait lui-même des trucs à WeWork. Il a revendu justement sa marque à WeWork pour environ 6 millions de dollars. Ouais. Tu commences à voir le pattern qui se dessine là ou pas? Exactement. Et à ça, il y avait toutes les soirées de dingue. Donc, genre, introduction d'un nouveau bâtiment, soirée de fou, les bureaux sous tequila, Projet X. machin. Projet X, c'est chaque une ouverture. dinguerie. Et globalement, malgré ses revenus de 1,8 milliard, WeWork perd 1,6 milliard en 2018. Donc, il y a quand même du déficit. Je pense que ça doit être lié à la fluctuation, tu sais, dans l'immobilier. Parce que comme tu as l'air de dire qu'ils louent et tout, entre le prix, sans doute, des loyers, etc., je pense que ça doit être bancal de ouf. Ou le fait que l'argent qui rentre, il le remet direct dans un autre bâtiment. Et ouais. je sais qu'il y a des cas au niveau comptabilité où c'est plus intéressant d'être déficitaire que d'être bénéficiaire. Mais là, je pense que le mec, à mon avis, Non, mais je pense que, entre ça et ses magouilles sur les statuts de la boîte, à mon avis, il doit y avoir un peu de merde sous le tapis. C'est ça, exactement. Et vu que WeWork ne possédait rien par rapport à un McDonald's, par exemple, qui justement mise ses franchises sur un achat de bâtiment, et bah, il s'endettait au fur et à mesure sur énormément de choses. C'est simple, l'IPO, dû à ce document et à ce flou de comptabilité monstrueux, l'IPO est suspendu. La valorisation boursière drop de 47 milliards à 8 milliards en quelques semaines, donc colossal. Neumann, le PDG, il est viré. Le board a dit, bon, ok, on s'en sépare parce qu'il y a un truc bizarre. Bon, il est parti avec un petit parachute doré Tu de m'étonnes. 1,7 milliard de dollars. Ça va. C'est plutôt pas mal. SoftBank, qui est le principal investisseur qui doit renflouer l'entreprise à hauteur de plusieurs milliards pour rester à flot. Finalement, il y a une faillite dingue, il y a du licenciement, et il ferme énormément de sites. Donc WeWork passe globalement d'un symbole monstrueux du start-upper Silicon Valley qui va tout péter avec une valo qui est complètement dingue à quasiment du jour au lendemain. Enfin, imaginez un petit peu en quelques semaines ce que ça a donné. Ouais. Bah, un drop Naufrage, complet, quoi. un naufrage Titanic. dingue d'un mec mégalo qui se dit bah je vais tout niquer, je suis plus personne quoi. Et c'est ça le problème de la valorisation, c'est-à-dire que c'est de la valeur que ce que le public arrive à en percevoir ou du concept et de l'intérêt vu sur une idée, tu vois. Ouais. Et puis moi, de ma grille de lecture, de ce que j'en fais quand je t'écoute, c'est que tu sens que le mec, il a tiré sur une corde, mais jusqu'à ce que ça pète en fait. C'est-à-dire qu'il avait un concept qui aurait potentiellement pu marcher, sauf que comme il était déjà à 2 ou 3 coups d'après en disant on va faire WeWork, on va faire WeLive, WeGrow et tout ça, il a peut-être pas attendu à ce que le truc fonctionne bien pour lancer les projets d'après. Il a trop tout lancé d'un coup. Et il y a cette histoire de bâtiment. C'est donc noyé, c'est qu'il s'est pas dit bon ok bon là on a un stock solide de pays à couvrir. On va peut-être pas investir autant dans d'autres pays. On va rester là, on va essayer de créer du bénéfice, ce qui n'a pas été le cas. Et du coup en novembre 2023, WeWork dépose le bilan
Donc le rêve s'effondre complètement pour ce mec-là. Et l'entreprise a quitté plusieurs marchés internationaux, l'Europe de l'Est par exemple, plusieurs villes d'Asie, d'Amérique latine. Ils se concentrent désormais, parce que ça existe toujours, WeWork, vous l'avez vu avec les formules, ils se concentrent maintenant sur des espaces plus premium dans les grandes villes, New York, Londres, Tokyo, mais à vraiment beaucoup moindre échelle. Ouais, c'est ça, ils ont décidé de reprendre le concept qui sans doute est bon, mais en se disant, on va y aller pas à pas, petit à petit, avant d'envoyer les ballons, on va miser sur le monde entier, on va s'étendre partout, on va y aller tranquille. C'est ça, et le business model, maintenant, ça se repose un petit peu comme sur du Uber ou du Airbnb, où tu y vas et tu loues ta salle, quoi, globalement. Quoi. Donc voilà pour WeWork. Ça fait rêver et en même temps tu te dis j'ai pas envie de vivre ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, je vous invite à aller regarder la série sur Apple TV qui illustre ça, We Crashed, où justement on suit cette ascension fulgurante de ce mec-là qui devient complètement gourou aussi, et beaucoup de soirées tequila et beaucoup de problèmes financiers. GG. Bah on est là. Est-ce que vous avez déjà eu une télé 3D? Oui. Non. Mon père, pas moi. Mais ok. Pourtant, en vrai, quand je me suis plongé un peu sur le sujet, je pensais un peu genre tout savoir. Et en fait, est-ce que vous saviez que une télé 3D, ça existe depuis 1935 en fait, la technologie de la télé 3D? Mais tu parles de la 3D avec les lunettes bleues et rouges là? Sans doute. En vrai, je pense que je vois pas autrement dans ces années-là. Mais je trouvais ça assez choquant de me dire qu'en 1935, donc il y avait déjà des télé 3D qui existaient, alors que pour moi, déjà, on devait être seulement à la télé en noir et blanc. Tu vois, j'imagine du coup une télé en noir et blanc en 3D, tu vois, genre le délire de fou. Et si vous voulez encore une anecdote de malade, il faut savoir que la technologie de mettre de la 3D dans un écran, c'est arrivé, d'après ce que j'ai lu, avant en télé, plutôt qu'au cinéma, où ça arrive seulement en 1950. Alors que perso, moi dans mon imaginaire, ça c'est d'abord le cinéma, tu vois, tu fais un truc, une techno un peu avant-gardiste, tu la mets d'abord dans un produit où il y a beaucoup de spectateurs, machin, plutôt que dans une télévision, tu vois. Mais, c'est peut-être lié à la techno, parce que l'autre c'est un projecteur au cinéma, alors que la dalle, le 3D. T'as raison. À moins que c'est les technologies à l'ancienne, tu sais, t'as la stéréoscopie avec. Tu te rappelles des lunettes en carton avec le verre, enfin pas le verre, c'est ce qu'on disait. Le prisme rouge et tout ça. Ouais. Je pense qu'en fait, finalement, c'était peut-être dans. Parce que moi, j'imaginais pas ça comme ça, mais effectivement, c'est peut-être plus simple de mettre une image à droite, une image à gauche, coupée en deux, et puis tu mets les fameuses lunettes avec les bicolores là, de notre époque. Big up au magazine que j'avais acheté avec des dinosaures, où tu pouvais les voir en 3D à l'époque. C'est des trucs de ouf. Bref, mais il faut savoir que donc, cette techno, elle est très très vieille, et finalement, elle a reconnu un succès en 2009 et 2010, avec notamment le film Avatar. Ah bah voilà. Avatar, je vous attendais là-dessus. Avatar. Voilà. Et en vrai, moi en tout cas, quand j'en perçois aujourd'hui avec le recul, le flop de cette technologie-là, il est avant tout né tu vois, on parlait tout à l'heure d'euphorie en introduction, d'euphorie sur un film qui pète et qui dit ok, on va faire de la 3D partout, parce que c'est un peu ça l'histoire. Pour moi, c'est juste de la frustration, parce que la techno était dégueulasse. Bah, on va y revenir, mais très clairement, même si t'as je sais que raison. je sais que t'aimes bien. Non, mais même si t'as raison, je suis complètement, puisque du coup, moi, réalité virtuelle et tout, ça me parle, l'immersion. Mais t'avais une télé 3D que tu utilisais hyper régulièrement. J'en ai toujours une que j'utilise moins régulièrement, mais que j'utilise. Ma LG OLED, ça fait partie des dernières à être passée juste avant la fin de la technologie, mais on va y revenir. Mais en vrai, c'est vraiment le film Avatar qui relance carrément tout un marché. Et je trouve ça déjà fou de se dire qu'en fait, sur un film, on va tout miser pour mettre les constructeurs de télé vont tout miser là-dessus pour mettre de la 3D dans les télés, parce que ça a été tellement un choc en termes de tu sais, James Cameron, il a tout mis là-dedans pour mettre au pinacle, on va dire, la techno, et les gens et les constructeurs de télé, ils se sont dit en fait l'expérience a été tellement folle pour beaucoup de monde au cinéma qu'on a forcément envie de se dire on veut ça à la maison, quoi. Mais en vrai, ça fonctionnait vraiment si mal que ça. Moi, j'en ai plutôt des bons souvenirs, hein. Écoute. Alors, moi, je sais que mon père avait une télé à la maison où justement, tu avais des lunettes 3D pour pouvoir regarder des films. Ou que tu allumais les lunettes, il fallait les charger. Alors, ça dépend. Tu as une technologie passive et active. Ouais, t'avais les deux. Ouais. Et moi, j'ai toujours vécu des mauvaises expériences à travers. Déjà, il y avait aussi un petit peu côté de motion sickness. Ça, je suis d'accord. Alors, vous me tirez les verres du nez, je vous donne juste l'anecdote. 14% des personnes disaient avoir des mal de tête ou de la fatigue oculaire ou de la nausée. Et bon, c'est pas négligeable en fait. Mais j'ai un souvenir, je me demande si c'était pas là cette fois-là, où un souvenir d'aller chez une amie et de regarder, je sais plus si c'était Destination Finale ou un truc comme ça, en 3D.
Et en vrai, c'était trop cool. Ouais, mais Ou le truc, entre c'est que autres, c'était très, très peu visible en fait. Pour moi, la meilleure anecdote que j'ai là-dessus, c'est la 3DS qui Non. apporte une Ah, 3D ok. abominable. C'était abominable. Et sur la télé, j'ai vécu pratiquement la même C'est expérience. vrai, alors parce que la 3DS, j'ai jamais pu supporter le truc. Et je pense que beaucoup de monde était dans le même cas, c'est-à-dire que en vrai, c'était fou quand tu regardais la première fois que tu voyais le truc. Et moi, j'avais les yeux qui avaient du mal à s'adapter à la 3D. Et dès que je l'avais, j'avais mal au crâne. C'était instantané. Et en plus, je comprenais pas trop le concept, juste ça n'apportait rien. C'est Là où juste dans du la relief, partie. Ouais, c'était ça, mais dans la partie film, je peux comprendre encore, tu vois. Il y a un côté immersif. Un peu comme sur ce que Mathieu aime bien comparer avec tout ce qui est AR et XR, tu vois. On n'est pas sur le même niveau techno, mais je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais en fait, bon, puisqu'on rentre, on met carrément directement les pieds dans le plat, il y a Avatar et t'as les autres films en 3D. Ok. Tout simplement, moi, je le dis parce que quand j'allais avec ma meuf au cinéma, on va voir Sa des films meuf. en 3D. Au ciné, Ouais. pour emballer. C'était il y a fort longtemps. En fait, elle ressortait souvent déçue et elle me donnait un point de comparaison qui était assez fou. Elle me disait, t'as la séance que tu vas voir où tu démarres et t'as la pub Haribo, désolé pour le placement de produit, mais voilà, qui avait ce côté des objets qui venaient à toi et qui bougeaient un peu dans les airs et t'avais l'impression que tu pouvais les attraper. Et t'as ton film 3D où en fait, finalement, c'est juste des valeurs de plan avec un plan qui est un peu plus en avant qu'un autre. Et finalement... Tu penses que le film, il est pas fait pour la 3D, en fait. Bah, C'est juste en qu'ils fait, se sont dit, c'est la 3D, c'est à la mode, on va mettre un film en 3D fin. on Mais est il est pas conçu typiquement dessus. dans le monde des forceurs, c'est-à-dire qu'il y a Avatar qui a été pensé pour être en 3D et du coup qui a été conçu dans cette idée-là, même s'il marche très bien en 2D. Et tu avais tous les films qu'on a essayé de 3D réaliser, tu vois, genre même Terminator 2. Alors il y en a qui sont plus ou moins bien faits, on sent qu'il y a aussi une approche technique. Mais moi je me souviens avoir écouté pas mal d'émissions à une époque où ils expliquaient en fait que la 3D, il fallait complètement la repenser au cinéma. Et c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a certains même très gros réalisateurs qui avaient accepté de retourner sur le banc des écoles de formation pour apprendre à réaliser un film en 3D. Et tu pouvais pas juste prendre n'importe quel film en 3D, même des vieux films, genre, je te prends un exemple, Retour vers le futur et tout. Tu pouvais pas juste dire, on va le prendre, on va le mettre en 3D, c'est bon, ça va être banger. C'est exactement comme C'est aujourd'hui, déceptif. le dit de je remasterise un film en 4K ou un film qui a déjà été tourné en 4K. Et généralement, il est tourné en 8K qui a été downgrade en 4K. Ouais. Mais alors déjà, la pub Haribo, tu viens de me ramener un souvenir complètement dingue. C'est vrai? Ouais, vraiment, je m'en souviens. Mais oui. Quand tu m'as dit la phrase, j'avais Mais il y a exactement la l'effet pub. waouh, tu Mais vois. oui, tu as exactement l'effet waouh de ce truc-là, et derrière l'aspect ultra déceptif où en fait tu vois juste un univers en relief, et parfois tu vas avoir une balle d'un film qui va venir un petit Voilà. peu transpercer l'écran. C'est tout. Moi, il y a un film comme ça que j'avais apprécié en 3D, qui était extrêmement pourri, mais c'était un Resident Evil, pas le premier, hein, dans les derniers. Et à la fin, tu voyais justement, tu parles de cette balle qui venait vers toi, et c'était pour ça qu'il avait été pensé. Et au final, même si le film était pourri, l'expérience 3D avait été très très bonne, parce que ça avait été pensé pour. Et on va en revenir justement donc sur ce boom de la 3D qui arrive, on va dire, tout de suite après un peu Avatar, où on passe de 2,26 millions de télé en 2010 qui sont livrés et qui passent à 41,45 millions en 2012. Ah putain. Déjà, c'est bien, mais c'est pas non plus une Ils ont fait un mirobolant, x2, mais quoi. c'est quand même, on montre quand même que l'intérêt du public, il est là. Mais très vite, le truc va se dégonfler. On passe à notamment 2016, où carrément on dit qu'en 2017, c'est l'année qui est considérée comme étant la mort officielle de la télé en 3D. Les grands fabricants comme Samsung, qui eux, dès 2016, commencent à sentir que ça pue, décident d'arrêter. Et LG et Sony, ils ont très vite arrêté derrière. Donc, je dois avoir une télé, moi, 2017, c'est une OLED 3D. Et, Tu fais partie des derniers, quoi. Ouais, je fais partie. En plus, elle est incurvée. Et elle est incurvée. Mais l'histoire de l'incurvé aussi est une escroquerie, hein. Je vous la donne, l'anecdote de l'incurvé. Vous savez pourquoi on faisait des télés incurvées? Non, j'ai aucune idée. Pour le champ de vision. Pire que ça. En fait, c'est malin de constructeurs qui ont essayé de nous vendre ça comme étant une nouveauté. Ils ont constaté que créer des dalles incurvées donnait beaucoup moins de casse à la construction des télés que les écrans plats. Ah. Ils avaient beaucoup moins de retours. Ah C'était sans ouais, doute d'accord. sur... voilà. Oui, parce que ça peut se mettre, quand tu le poses, ça se met sur les bords et pas sur la dalle en Ou elle-même. même non, sur non, les non, processus je parle de ligne vraiment de d'assemblage. processus de l'usine. Ouais. Ah En ouais. fait, Ligne d'assemblage. tu vois, quand tu crées des télés, bon, bah, t'as des télés qui pètent au moment de la fabrication et autres. Et à un moment, ils se rendent compte qu'en fait, une télé incurvée, ça casse beaucoup moins qu'une télé plate. Sur les écrans Dingue. ultra wide, je peux comprendre. La télé incurvée, faut m'expliquer. Hein. À moins que t'aies une dalle de genre 150 pouces, tu vois.
Aucun intérêt. J'ai pas vraiment tous les détails de l'histoire, mais quoi qu'il en soit, la machine marketing se met en place. Je pense qu'ils ont ce retour-là des usines. Ils se disent, OK, on va vous vendre l'immersion, le champ de vision, tout tatati, tout tatata. Ouais, Et en fait, tout simplement, c'était de l'optimisation pour eux, de se dire qu'en fait, c'était ultra plus rentable en termes de taux de casse dans les usines. Bon, passons maintenant à notre fameuse 3D. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce revirement? Tout simplement parce que déjà, les gens commencent un petit peu à être dégoûtés une fois arrivée la télé 3D à la maison de l'expérience. Ça commence par quoi? Ça commence par le fait d'avoir des lunettes obligatoires. Comme tu le disais, Rewan, il y avait deux types de lunettes qui existaient. On avait les passives et les actives. C'était quoi la différence un peu entre les deux? C'est que les actives avait une qualité d'image qui restait quand même plus ou moins confortable. Il faut savoir que, par exemple, une télé 3D avec des lunettes passives, tu divisais par 2 ou 3, je crois, la définition de l'image. Tu perdais en qualité d'affichage. C'est vrai que j'avais... Oui, oui, Du coup, complètement. imagine-toi, quand ça oui. pète les télés en 3D, on est en 1080p, on est en Full HD. À la limite, je te dirais en 4K, parce que moi, aujourd'hui, j'ai un très, très bon ressenti, moi, avec ma télé 3D OLED. Mais je pense que c'est parce que ma télé aussi, elle est en 4K. Donc, du coup, même si tu me divises par 2 ou 3 la définition, moi, aujourd'hui, je peux regarder un film, une vidéo en Full HD, ça me va très bien, tu vois. Enfin, Donc, divisé par 2 ou 3, t'es en 720p, là. oui, Là, c'est plus mais je te parle de ma télé qui est en 4K. Donc, si tu me la divises par 2 ou par 3, ma télé en 4K, tu restes en Full HD globalement, tu vois. Donc, ça passe. Mais à l'époque, quand ça pète, quand tous les constructeurs essaient de nous les mettre au forceps, toutes les télés étaient quasiment en 3D. Fatalement, quand tu divises, oui, la Full HD, comme tu le dis, par 2 ou par 3, ça commence à être... tu te retrouves à une image en 480. Qualité, oui. Grave. Il y avait aussi la luminosité. Je sais pas si tu te souviens, mais quand tu vas au cinéma ou même au cinéma, la qualité de la luminosité est vraiment très très basse par rapport à la qualité d'une image qui n'est pas en 3D. Donc, tu as déjà cette problématique-là qui casse un peu le délire. Faut aussi gérer les lunettes. Tu parlais des lunettes que tu allumais, les actives. C'était 100 balles la paire de lunettes. Autant te dire que Ah ouais. tu te mets sur le canapé, tu t'assois. Et par contre, ça, j'ai le souvenir du truc qui était vraiment très très fragile parce Voilà. qu'en plus, la pellicule qui était en plastique, tu l'as posée une fois mal, t'avais une rayure, c'était terminé, tu voyais que ça. Et tu l'achètes, quand t'achètes ta télé, t'as 2 paires. Ouais. T'en as pas 4 Ouais. ou 5 pour ta Si t'as famille. une famille, c'est terminé. Et c'est 100 balles une paire de lunettes Non, c'est à dingue. l'époque. Donc C'est voilà. trop. Moi, tu vois, j'ai de la chance, c'est que la mienne, c'est des passives. Donc en vrai, là même, je vais au ciné, je prends une paire de lunettes, je la ramène chez WAM, elle est compatible avec ma télé. Et ça coûte 10 balles à acheter ces lunettes passives. Donc voilà. Mais c'est forcément moins bon que l'active. Donc mettez pas des lunettes que tu devais allumer pour rien, fatalement. Donc il y avait aussi cette gestion des lunettes. Si on est nombreux et qu'on n'a que 2 paires à la livraison, il faut en racheter deux autres paires, par exemple, si on est 4. Ça fait tout de suite aussi monter la facture. À l'époque, quand ça sort, quand même, c'est Samsung qui dévoile une télé. Je crois c'était 3655 $. La télé 3D, sans compter aussi les lunettes où il devait t'enfiler une ou deux. Mais voilà. C'est la fameuse télé que mon père avait achetée. Et même pour l'anecdote, il y a une webcam sur la télé pour pouvoir faire des meetings. Moi, je trouve ça fou. Moi, Usage j'ai de toujours vraiment adoré. 2 personnes. Non, moi, Vraiment. Ouais, mais en tout cas, moi, j'avais adoré le délire des. Je trouvais que c'était banger les webcams sur les télés. J'ai jamais compris pourquoi ça a pas pris. Parce que je te donne un exemple. Quand t'as de la Tu fais famille pas à un meeting l'étranger. dans le salon. Non, mais tu fais un WhatsApp avec ta famille. Franchement, c'est plus sympa. Mais c'est d'être pas connecté à posé- WhatsApp. C'est connecté Non, sur un c'est logiciel ça, propriétaire. C'est ça le Il y problème. avait tout qui On est puait dessus. d'accord. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. La somme contre la télé. Je suis d'accord avec toi. Moi, de ce que j'avais cru comprendre, c'est que les télés, elles iraient tellement sur des hautes définitions, des hautes résolutions de ouf, la 12K et tout, c'est qu'on pourrait avoir une espèce de 3D, ça pourrait être le retour de la 3D, mais genre par la netteté de l'image. C'est que l'image, elle est tellement nette que tu as l'impression que c'est en 3D. C'est ce que j'ai entendu. Oui, une oui, fois, enfin, c'est le bord à bord, l'ultra Voilà. définition. Des gens qui font des prédictions et qui ont peut-être testé des télés avec plus de définition que j'ai pu en tester dans ma vie. Parce qu'en vrai, on parlait tout à l'heure des nausées, des maux de tête, etc. En vrai, pour moi, ça peut se régler facilement en 2 choses. Ça peut se régler soit par une meilleure luminosité sur les écrans, parce que potentiellement, les gens, avec la baisse de luminosité, devaient forcer pour se concentrer sur une image. Mais tu peux aussi, je pense, aussi le régler par des problèmes de taux de rafraîchissement. Peut-être que les taux de rafraîchissement pour les films en 3D, pour certains, méritaient à monter à du 60, voire un petit peu plus, pour justement le fait que ça soulage les gens et que les gens n'aient plus cette idée de motion sickness. Mais finalement, tous les contenus partent en cacahuète. Il n'y a plus personne qui mise sur la 3D. Donc, je
je sais qu'il y avait tout un écosystème qui s'était créé dessus, notamment ESPN, qui lance une chaîne ESPN 3D, qui finalement ferme en 2013. La BBC aussi, qui avait de la production en 3D, qui finalement décide d'arrêter par manque de public. Donc, et finalement, regarde, on a vu les plateformes arriver, Netflix et tout. Netflix n'a jamais fait de contenu 3D aussi également. Bah, t'imagines, attends, t'es dans le lit avec ta tablette, machin, on te dit ouais, c'est le truc, il faut le regarder en 3D, non, la flemme. Bah, sur un Blu-ray 3D par exemple, un Blu-ray 4K Ultra HD 3D, le disque Ultra HD est en 2160 pixels avec une ultra définition. Et sur le film en 3D, t'es en 1080p. Tu vois, voilà, parce que fatalement, t'as cette Donc division. t'as divisé par 4 Mm. la résolution. Ouais, à peu près, ouais. C'est Ouais, dingue. c'est ça. Je pense que c'est une technologie qui aurait potentiellement mieux fonctionné si elle était sortie avec l'arrivée de la 4K, parce que justement, là, cette division de définition peut être moins un problème. C'est-à-dire que moi, je vois bien que pour l'instant, j'arrive pas à convaincre Quentin, mais pour certaines personnes, des spectateurs genre moi, ça peut moins me déranger de me dire que je regarde le même film que j'ai finalement en 1080p, mais parce que j'ai la 3D, j'ai l'immersion qui va bien, plutôt que de me dire, voilà, bah, je me passe de la 4K. Il y a un truc dingue. Sur le DVD, il y a écrit pour regarder la version 3D de ce film, vous aurez besoin de une télé Full HD 3D, des lunettes compatibles 3D, un lecteur Blu-ray 3D ou PlayStation 3 système, plus un câble HDMI haute résolution. T'as vu tout le package qu'il te faut pour regarder un DVD? Qui te fait. Après, alors faut vraiment être passionné pour regarder. Faut vraiment être passionné. Et puis surtout, en fait, ça fait beaucoup d'efforts à la fois sur l'investissement du matériel, les caméras, la post-production où il faut refaire la 3D, machin, les effets spéciaux, pour 4 pélos qui vont regarder, qui ont fait l'investissement sur les télés, tu vois. Je peux comprendre en vrai que ça casse un Ouais, peu mais la sachez que pour moi, suivre le sujet un peu parallèlement, parce qu'on a la VR, eh ben, il y a une vraie niche de gens en 3D. Je pense que c'est un marché qui aurait pu fonctionner en niche, vraiment. Parce que moi, je me souviens qu'il y avait même les vidéoprojecteurs à domicile qui commençaient à avoir de la 3D et tout. Moi, j'ai mon frangin qui est pas spécialement le plus grand des technophiles, mais qui lui me demande à chaque fois, ah ouais, il y a moyen d'avoir de la 3D. Mon frère était très pro 3D, quoi. Avec les avancées de Apple Vision Pro, avec les avancées de la VR et tout ça, je pense que la 3D, l'immersion va revenir sous une nouvelle forme plus accentuée. Et tu parlais de l'ultra réalisme, c'est justement l'expérience qu'on vit avec l'Apple Vision Pro. C'est ça, mais sur du matériel 3D spécialisé je vais dire plutôt réalité augmentée pour pas faire la confusion avec les deux, mais en stéréoscopie, je pense que techniquement, c'est beaucoup plus simple à mettre en place, notamment au niveau du matériel, etc., que de faire de la 3D à la manière qu'on avait l'habitude de le faire sur les télé 3D de l'époque. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toute cette catégorie de gens qui sont attachés à la 3D, et honnêtement, franchement, moi j'en vois quand même quelques-uns qui existent, et ben beaucoup se sont rabattus au casque VR qui règle pas mal de soucis pour la 3D. C'est une technologie qui s'adapte bien et qui a moins de sacrifices à faire sur des casques VR, par exemple, pour ça. Donc, Apple a tout à fait raison, en tout cas, de miser là-dessus. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein, notamment aussi avec l'Apple Vision Pro. Donc, voilà, l'histoire d'un flop, j'ai envie de dire, qui était un peu quasiment annoncé, où pour moi, un des principaux facteurs, c'est que je pense que c'est malheureusement le porte-étendard de la 3D, Avatar, qui, en balle perdue, a tué ce truc-là, parce que potentiellement, si c'était arrivé un peu plus tard avec la 4K, ça aurait moins floppé. On a beaucoup parlé d'Apple comme la marque qui a innové, la marque qui a fait des bangers absolus. Est-ce que je t'ai parlé, Quentin, est-ce que je t'ai parlé à toi, Mathieu, de la fois où Apple a voulu enterrer le Mac? Alors, enterrer le Mac... Est-ce que le Apple moi, Lisa te dit quelque chose? L'Apple quoi? Évidemment. Lisa. Ah oui, Le Lisa. Bah le oui. Lisa. Ah le oui. Lisa, Du nom de c'est- sa fille, je crois. C'est... j'ai pas l'anecdote. Bah, tiens. je crois que c'est du nom de sa fille, ouais. Alors, c'est des initiales, Lisa. Ouais. Mais effectivement, ce serait au début, parce que le projet a été porté par d'autres personnes, et Rewan en parlera peut-être. Et c'est par des ingés, c'était un projet vite fait. Et en fait, Steve Jobs s'est fait dégager d'un des autres projets pour justement se faire greffer sur Lisa. Et ensuite, c'est venu de là. Et Alors, ça a vu ça évolué. dans la bio. J'avoue, là, cette anecdote-là, je Vas-y. l'ai pas. Moi, j'ai vraiment les faits sur comment ça s'est positionné, ce qu'ils ont voulu faire et pourquoi. J'ai pas compris comment, dans la manière dont ils sont positionnés, ils se sont dit, bah ouais, ça va passer, tu vois. Le Lisa, c'est donc un Apple qui était sorti en principal concurrent de l'Apple II, comme étant un Mac haut de gamme. Donc en fait, et c'est sorti en 83, je vais pas vous donner le prix tout de suite parce que je veux que vous le deviniez. Il visait un marché professionnel. Donc j'arrive avec une nouvelle interface graphique. Alors, petite anecdote, puisque celle-ci je l'ai. Est-ce que vous savez qui a été le premier OS de bureau à embarquer une interface graphique telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire
les petites fenêtres glissées, Je sais. plein écran, etc. Xerox. Exactement, c'est Xerox. Xerox, on connaît pour les imprimantes aujourd'hui. Exactement. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on a ces interfaces un peu plus sympas à utiliser. Alors bon, à l'époque, c'était encore assez archaïque, mais les interfaces de fenêtres, etc., c'est Xerox qui l'a récupéré. Et c'est avec- Apple qui voit ça chez Xerox d'ailleurs. Et d'ailleurs, qui le choure, hein, on va Ouais. dire les termes, qui le choure à Xerox sur les travaux de Xerox PARC, d'ailleurs, que ça s'appelait. En termes techniques, histoire de bien se plonger dans l'air du temps, c'était un processeur Motorola 68000, Ouais. disque dur intégré capable de faire du multitâche, avec un processeur, du coup, je l'ai dit, qui était suivi d'une RAM à 1 méga, extensible à 2, monsieur, si vous aviez vraiment beaucoup d'argent. Et l'OS qui voulait en fait venir en concurrence des IBM de l'époque sur la partie professionnelle, qui embarquait un système bureautique préinstallé. Donc globalement, ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui sur la suite Office avec du traitement de texte, du tableur, etc. Il y avait 2 lecteurs de disquettes qui étaient réputés comme puant sa grand-mère, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment pas fiables. C'est terrible pour une marque comme Apple qu'aujourd'hui qui essaie de faire des trucs très premium, etc., de savoir qu'à l'époque c'était vraiment pas génial. Et puis tu avais pour ambition, comme je l'ai dit, de remplacer un peu le monde professionnel. Tu avais déjà les premiers logiciels de dessin à graphique vectoriel avec QuickDraw. Tu avais les Stationery Pad qui était une interface orientée pour les documents. Et du coup, une des premières interfaces graphiques parmi les autres nouveautés. Ouais, c'est la première interface justement vachement travaillée par Steve C'est Jobs. ça. Justement sur la côté typographie, Identité, apporter, expérience. avec ouais. une vraie identité, et c'est en fait ce qui va donner lieu à macOS qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous dis depuis tout à l'heure que ça voulait concurrencer les PC IBM qui étaient présents en entreprise à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était pas encore Microsoft avec Windows, c'était vraiment IBM qui avait l'avantage d'avoir la stack complète PC bureautique et serveur, qui était proposé à l'époque, les PC IBM, à 1565 $. Est-ce que vous savez à combien le Lisa était positionné en face? 15 000. Peut-être pas. 5000. Peut-être pas autant. C'est plus, monsieur. Ah, c'est plus. On est à 9 995 $. Ajusté pour inflation, aujourd'hui, ça fait un PC à 26 $. 26 000 $. Ah, oh, punaise. Non, Quand mais- même. Alors, moi, de ce que je me souviens du Apple Lisa, c'est justement quand Steve Jobs a été redirigé sur ce projet, il a dit en fait c'est simple, tout ce que vous prenez, vous le mettez à la poubelle. Maintenant, sur celui-là, on va viser le plus haut, parce que vu que je me suis fait dégager de l'autre projet où je voulais faire un truc bien, et ben on va tout niquer avec celui-là. Sauf que du coup, ça en fait. Au début, les investisseurs du board se disaient bon bah vas-y, on va le laisser dans ce petit truc de bourbier dégueulasse. Et au final, pas du tout. Il s'avère qu'ils ont créé une machine de guerre qui, pour l'époque, était pas terrible, mais surtout qui voulait concurrencer un de ses propres ordinateurs que Apple était lui aussi en train de développer. C'est ça qui est terrible quand tu regardes l'histoire du bordel, tu te dis mais attends, vous arrivez sur un truc pour concurrencer un autre truc qui est pas vraiment sur le même segment, alors que le produit qu'on a de base, l'Apple II, était pas extraordinaire, mais était très bien et répondait à la plupart des cas d'usage. Et c'est ce qui s'est passé après, puisque après, en fin de compte, ils sont revenus se faire doubler avec le. Ils ont retenté avec la version améliorée, le Lisa 2, qu'ils ont appelé aussi le Macintosh XL. En fin de compte, ils l'ont arrêté. Ils ont dit bon, les gars, t'es gentil, mon Steve, tu vas arrêter tes conneries. 85, on se remet sur le Mac, on abandonne les autres. Voilà, le Lisa, c'était une belle tentative. Par On contre, va pas le aller plus loin. Lisa introduisait la souris pour la première fois. Ah, c'était lui qui prenait la souris Ouais. pour la première fois. Encore une fois, chouré à Xerox. Souris qui attachait. Alors, ouais, et il y avait d'ailleurs 3 touches sur la souris. Alors, au départ, il n'y en avait qu'une. Après, ils seule, en ont mis ouais. 3 directs. T'avais le clic du milieu qui n'était pas une roulette encore. Et si tu Ouais. regardes les pubs, c'est très C'est marrant. Il y a des pubs alors c'est pas du Lisa, c'est du Macintosh qui est sorti après, où t'as le mec qui est au téléphone, il dit oui, non, je serai là au travail, je serai là à l'heure, pas de problème et tout. Et le mec, il est trop nonchalant quand il utilise sa souris, il utilise déjà de la main gauche et il la tire du bout des 2 doigts. Et c'est une vraiment pub Apple dans le sens où le mec, il te vend une expérience. Le Mac, tu le vois 2 secondes dans une pub qui dure quasiment 60 secondes. C'était le grand truc, ça. Apple versus Windows. Exactement. Oui, je suis Mac, Tu t'en je souviens à suis un l'époque, PC, hello, I am je Mac, suis Mac. hello, I'm a PC. Ouais, Qui était tellement drôle. vraiment très très drôle. Et pourquoi cet intérêt? Donc le prix qui était déjà infiniment abusé comparé au matériel IBM, très peu de compatibilité avec les trucs d'entreprise. Bah ouais, c'est bien d'avoir une super plateforme, mais si elle n'est pas compatible avec ce qui existe déjà dans la boîte, notamment au niveau du système réseau, etc., bah c'est chiant parce que tu peux pas travailler avec les outils que tu as déjà en place. Les clients qui préféraient investir dans les PC et du coup dans les mainframes IBM pour que tout soit sur le même écosystème. Un PC qui, malgré des bonnes performances, c'est un processeur à 5 MHz. Aujourd'hui, ça fait rigoler quand tu vois qu'un cœur d'un processeur, c'est à plusieurs gigahertz.
Ça provoquait de la latence pas possible et ça suivait même pas le multitâche qu'ils avaient essayé de mettre en place à l'époque. Tout ça ont fait que globalement c'était un bel essai. Ça a quand même posé des fondations pour aujourd'hui ce qu'on connaît notamment au niveau des interfaces. Et Mais le Macintosh, ouais. et même Windows, parce qu'en fin de compte l'interface graphique qu'ils ont créée, ça a été quelque chose qui a été repris après par Windows. Mais ça restera un petit peu dans les méandres des échecs. Des inconscients. Je sais pas si c'est des inconscients, mais oui, bon. Oui, j'ai compris. Je l'ai. Mais voilà, des choses qui sont sorties globalement pour essayer de venir sur la partie. Et c'est pas le seul échec de de Apple qui essaie dans l'entreprise, puisqu'ils ont fait aussi des serveurs dont j'ai pas spécialement préparé les choses, mais il y avait les serveurs, les Power. Non, les Power Station. Power Station. Je sais pas, c'est pas Power Station, c'est Power. Je sais plus, il y a un Power truc. Personne n'a relevé la Les blague. serveurs. Bravo. Les Power Rangers. Pipine, qu'est-ce que c'est dans la catégorie je suis Apple et je tente des trucs? Ça a été présenté par Apple en 94 et j'ai envie d'appeler ça comme étant une console. Mais si j'étais Apple, je n'aurais pas le droit de le faire puisque il refusait catégoriquement qu'on appelle ça soit un ordinateur, soit une console parce qu'il ne voulait pas concurrencer le Mac. C'est une plateforme multimédia. La première console de jeu d'Apple qui a été commercialisée par des partenaires, notamment avec Bandai au Japon et aux États-Unis. Ils appelaient ça un Mac abrégé. Parce qu'en fait, ils avaient récupéré la base de Mac, ils avaient juste coupé plein de trucs pour pas que ce soit un OS de bureau, mais que ce soit vraiment un OS multimédia. Mais il était bien sur une base de PowerPC avec le processeur PowerPC 603 pour les plus vieux. Mais c'était vraiment, en fait, on va utiliser les termes, c'était une console de jeu. C'est quoi c'était une console de jeu, d'accord. J'allais dire, c'était un Windows Media Center C'était une console de jeu et un terminal Internet. Ah oui. Le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas se positionner en face de la console de jeu. Ouais. Et déjà, de base, tu te dis, mais attends, je voulais une console de jeu et vous ne me laissez pas appeler console de jeu. Ouais. C'est un peu chelou. Mais surtout que c'est commercialisé par Apple, enfin c'est conçu par Apple, mais commercialisé par Bandai. Ouais, et surtout Bandai, vraiment, il y avait une ligne dans les contrats, ils pouvaient pas appeler ça un ordinateur. Donc tu t'arrivais, tu disais, c'est pas une console, non, c'est un ordinateur, ah non, vraiment pas. C'est une plateforme multimédia, monsieur. Ouais, c'est une technologie ouverte, quoi. C'est une technologie ouverte. Alors, mais elle est même pas si ouverte que ça, c'est ça qui est terrible, et tu me fais une super transition, parce que tu avais des contrats super stricts pour développer les jeux sur la console. Ok, C'était d'accord. un peu à l'image de ce qu'on connaît de Nintendo aujourd'hui, où tu as les trucs, oui, c'est certifié, machin, qui avait un gros traumatisme à l'époque avec les jeux d'Amstrad et tout, qui étaient des jeux un peu dégueulasses et où tout le monde pouvait faire n'importe quoi dessus. Mais voilà, c'était vraiment l'ambition de viser un marché résidentiel comme une partie intégrante de l'environnement audiovisuel domestique. Donc, tous les étudiants type, il y avait Katz Media à l'époque, il y avait Mitsubishi, etc., qui avaient en plus un petit peu... Comment dire, ils avaient laissé la possibilité d'améliorer la machine avec certains trucs de DVD, etc. Et ils voulaient vraiment essayer de prendre le virage de Internet et le multimédia. Ça va arriver dans les foyers. Il faut qu'on fasse quelque chose qui soit présent en même temps sur l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies. Le Pipine, qu'est-ce que c'est typiquement? C'est comme je l'ai dit, cette plateforme multimédia qui arrivait avec modem et 4 CD inclus pour la version japonaise. Et la version Pipine qui arrive aux États-Unis, c'est un boîtier TV avec une manette en forme de boomerang. Si tu regardes la manette, J'adore. elle ressemble à un croissant. Elle est trop belle. Alors, J'adore. Ça doit être beau, mais ça doit être imbobinable à tenir. T'as vu la gueule du truc? Je pense que ça doit pas être très très ergonomique. Mais en vrai, quand tu regardes les premières manettes d'Xbox. Alors, c'était gros, mais c'était pratique, mais c'était volumineux. Gigantesque. Et surtout, dans la manette boomerang, là, tu pouvais mettre un clavier en plus dessus. Si tu voulais vraiment pouvoir taper dessus, ouais, celle-ci, exactement. Tu pouvais brancher un clavier qui venait derrière. Moins cher mais quand même une certaine somme, elle était vendue aux alentours des $600. C'était l'équivalent d'un hardware de PC d'entrée de gamme. Donc ça fait un peu chier, sachant que tu dois être en capacité de pouvoir jouer et que c'était un marché qui commençait à voir arriver les premières consoles, notamment la Saturn et la PlayStation 1. Et la 64. Ouais, d'accord. Et t'as la Nintendo 64 à côté. 64, ouais, c'est dur de rivaliser déjà la là-dessus. PlayStation 1 déjà aussi, c'est... Là, tu peux pas trop concurrencer. Il y avait les premiers jeux sur Windows. Bon, là, c'était encore un marché niche, puisque Windows, à l'époque, les jeux, c'est pas qu'ils en avaient grand-chose à foutre, mais c'était vraiment pas un marché sur lequel ils étaient spécialisés, contrairement à la console de salon. T'avais malgré tout un catalogue de jeux qui était pas génial comparé aux jeux qu'il y avait en face. T'avais quelques titres éducatifs de Bandai. Bon, super, mais bon, t'achètes la console 600 balles, t'as 2 jeux dessus. Je comprends que ça fait un peu chier, surtout quand il y en a un, c'est globalement apprendre à lire. Un accord de licence qui interdisait d'appeler la machine un ordinateur, ce que je disais, parce qu'encore une fois, ils avaient le Mac en face, ils voulaient pas le concurrencer. Les éditeurs qui n'avaient pas spécialement soutenu la plateforme, t'avais que Bandai qui faisait les jeux en interne. Les développeurs qui étaient des tout petits studios et que t'avais pas de moteur de jeu grand public pour la 3D qui était passé sur Pipine. Donc encore une fois, quand t'as pas les développeurs qui sont censés backer tes jeux, je vois pas pourquoi t'achèterais une PS4, une PS5 pardon, demain si t'as God of War, The Last of Us et c'est tout.
Si tes œufs ne vont pas dessus, Ouais. c'est un peu chiant. Le modèle ouvert qui n'a pas été compris, encore une fois, tu as une console qui n'est pas vraiment une console, mais qui n'est pas vraiment un PC. Globalement, tu sais pas vraiment comment tu vas la vendre. Et surtout, quand Steve Jobs a repris Apple en main en 87, il a tué globalement tout ce qui était clone de Macintosh. Lui, c'est Mac, Mac, Mac. On arrive après avec tout ce qui est informatique, plus design et plus orienté sur la mobilité. Ah bah il a tué tout ce qu'il y avait derrière. Mais globalement, voilà, la line-up, c'était on fait l'iPhone, on continue avec le Mac qui fonctionne, tous les serveurs, les consoles, les trucs bizarres que personne ne comprend, vous arrêtez. On fait du premium, on fait de L'appareil l'innovation. photo, l'imprimante. Là, j'en ai pas parlé, mais j'ai vu des trucs de fou. 2 appareils photo, parce qu'on n'avait pas qu'un, Bien t'en sûr, avais un le sur le modèle QuickTake de... 100 et le 200. Le ouais. Polaroid est juste l'appareil photo plus traditionnel. Donc Apple, voilà, moi c'était les deux qui m'ont fait rire parce que pourquoi je voulais les partager, c'est des segments sur lesquels il y a eu un impact quand même. Il y a eu une volonté d'Apple qui aujourd'hui, le gaming, ils s'en foutent un petit peu, mais tu sens qu'il y a quand même 2-3 petits, tu vois, des Il y a un petits revirement qui est en villageois train de se perdus faire, qui ouais. sont en train de dire peut-être qu'on va peut-être y aller. Il y avait eu pendant un moment Apple qui avait eu des échos qui sont partis comme quoi il y avait une console de salon en préparation qui finalement je pense qu'on la verra jamais. Voilà, prix un peu survendu pour un hardware dépassé, contenu qui n'a pas vraiment suivi, manque d'intérêt des développeurs, ce qui ont fait que le Pipin en fin de compte ça a été boudé, que ça a été tombé dans les méandres des projets qu'Apple n'a pas réussi à bien suivre. Est-ce que vous vous souvenez de ce petit bouton collé genre dans ta cuisine pour commander, je sais pas, de la lessive, Ouais. Alors souviens, non, du par papier contre, toilette? quand j'ai vu les pubs déjà je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Moi, je vais te dire, je m'en souviens très bien, mais j'avais pas bien compris le concept. Mais je crois que c'est ça. Tu vois, c'est vraiment en fait un bouton, un produit. Ça, déjà dans ma tête, ça collait pas parce que tu sais, pour moi, tu commandes plusieurs produits. Si ça aurait été genre un bouton et ça te fait genre tes rasoirs, ta lessive, ton machin et tout, j'aurais dit ok. Mais là, un bouton, un produit, ça m'a. Eh ben écoute, t'es pas le premier. En 2015, Amazon pensait avoir inventé le futur. En 2019, bah, c'était interdit en Europe, oublié de tous, discrètement interdit supprimé. C'était Interdit. interdit carrément, je savais même pas que c'est Interdit. possible. Mais oui, je reviens un petit peu en arrière parce qu'en 2015, du coup, Amazon lance un gadget qui semble tout droit sorti d'un futur imaginé par une équipe de marketing surexcitée, le Dash Button. Le fameux bouton physique connecté en Wi-Fi et du coup relié à ton compte Amazon qui te permettait de pouvoir commander un produit. Par exemple, dans ta salle de bain, tu colles un produit, un Dash Button signal. Dès que t'as plus de... ou tu vas bientôt ne plus avoir de dentifrice, clac, t'appuies sur le bouton, ça part en commande. J'imagine le nombre de pranks qui auraient pu être faits avec ce genre de conneries. Mais pas que Oh, des il y en- pranks. Il y en avait beaucoup. T'as des enfants qui passent par là, Des il y a plus de interdits coca, bancaires. papa. Des Et ben, interdits bancaires. ça fait un premier problème du coup de ce truc-là, c'est que justement ils ont dû adapter ce qui pouvait sembler être hyper pratique de dire bon bah ok t'es dans ta cuisine, t'appuies sur un bouton, t'as ton expresso qui est directement commandé, bah justement si t'as des enfants s'ils spamment le bouton et bah du coup tu niques l'expérience et t'en commandes 5 milliards, donc du coup fallait aussi revalider sur ton téléphone. Globalement pour tous les produits tu pouvais acheter en un clic, que ce soit de la lessive, du papier toilette, des capsules Nespresso, des capotes, des dentifrices. Le produit, il est lancé aux États-Unis. Après, en Europe, il y a eu une énorme médiatisation, notamment d'Amazon, et ça devient rapidement une sorte de symbole d'automatisation, du surconnecté et du connecté simple, finalement, mais surtout de la dépendance à Amazon. Donc l'idée est simple, c'est justement éviter cette rupture de stock domestique sur n'importe quel produit que tu peux avoir d'entretien. Ça matérialise un petit peu aussi la commande. Quand je t'écoute, je pense forcément à l'Europe qui régule et t'imagines, t'aurais eu ton bouton Amazon, Leclerc, Carrefour, Lidl, Mais même Auchan. pas ça. Imagine à chaque endroit de ta maison où tu as un produit que tu commandes toutes les semaines. Genre, moi, je sais que toutes les semaines, j'achète des bananes, tu vois, parce que le matin, j'aime bien manger ma banane. Je veux pas un putain de bouton banane au-dessus de mes bananes. Les mouchoirs, je veux pas un bouton mouchoir à côté de mes mouchoirs. Le PQ, bah à la limite, le PQ, je veux dire, c'est dans les toilettes, à la limite, c'est caché et tout. Mais pour chaque truc En fait, que tu commandes tous les jours, t'imagines, t'as un bouton pour chaque truc que tu commandes. en En fait, au tu vas final, avoir un tu fais mur. un geste, Ouais, tu fais un tu fais mur. un geste et à chaque fois tu commandes. Et tu Ah mince, commandes j'ai tout. commandé encore. Et ce qui est dingue, c'est quand t'as plus besoin d'ouvrir ton téléphone ou ton ordinateur pour faire des commandes. T'appuies sur un bouton et globalement c'est commandé. Donc ça crée une sorte de, bah déjà un gain de temps, un confort si tu veux, et une fidélité envers une marque. Bien parce sûr. que bah généralement quand tu te rends compte, quand tu fais tes courses, t'achètes généralement la même chose. C'est clair. Tu vas pas faire des gros changements à gauche à droite. Le problème du Dash Button, c'est qu'il paraît complètement absurde.
parce que justement tu vas avoir des problèmes de tes gamins, ils vont appuyer, parce que tu vas pas avoir 50 milliards de boutons chez toi, et surtout tu vas rendre la consommation beaucoup plus compulsive. Tu vas appuyer, tu vas avoir et tout ça, et surtout il y a eu une énorme limite par rapport à ça, et ça a été énormément critiqué pour ça, c'est que finalement tu peux pas comparer les prix. Tu peux pas savoir si le produit il est en promotion ou pas. Tu peux même pas vérifier dans le panier. Et généralement, je sais pas si vous faites le test de temps en temps. Alors, c'est pas des produits que j'utilise, enfin que j'achète chez Amazon pour le coup. Mais parfois, tu vas dire un dentifrice, il est à 2,50 € par exemple au supermarché. Et là, tu vas avoir un pack à 14,50 € parce que t'en as 3, je sais pas. Ou même des fois entre vendeurs, puisqu'Amazon c'est une plateforme qui regroupe des vendeurs. Tu peux pas savoir lequel est le moins cher, qui propose un pack moins cher que l'autre. Tu vois, c'est fou. Et il y en a beaucoup du coup qui l'ont utilisé une fois pour la hype et qui l'ont rangé. Et surtout du coup en 2019, l'Union européenne interdit le dash button, jugeant qu'il ne respecte pas les règles de transparence sur le prix et le produit du moment à acheter. What the fuck. Je pensais qu'il aurait mis sur la concurrence déloyale plutôt que sur ça, tu vois. C'est un petit peu ça finalement, mais c'est surtout la transparence du prix parce que quand tu appuies sur le bouton, il n'y a pas d'écran. Non. À moins que tu l'envoies sur la notif, votre nanana au prix de nanana a été commandé, quelque chose comme ça. Sauf que si tu fais ça, tu niques tout l'intérêt. Si tu as besoin de sortir ton téléphone pour voir le prix, tu sors ton téléphone pour commander sur Amazon directement. Mais il me semble justement que dans un premier temps, ils ont régulé un petit peu, notamment sur le spam du bouton. Ouais. Et en fait, quand tu appuyais, tu devais quand même valider la commande sur ton téléphone. Donc en fait, ça avait plus aucun intérêt. Donc progressivement, le truc a arrêté de fonctionner. Et le service, surtout, il a été coupé en 2019. Et le concept aujourd'hui, ça y est, il est complètement enterré. Alors il y a des automatisations aujourd'hui que tu peux faire sur ton téléphone ou sur Amazon en disant là, dans tant de temps, je vais devoir recommander du papier toilette parce que il y a des systèmes d'abonnement aussi. Exactement. Et ils te les envoient régulièrement et tous les mois, t'es prélevé de tes lames de rasoir, ce genre de trucs. Donc voilà, la petite idée cool d'Amazon qui est sur le papier pourrait être sympa finalement qui a été complètement enterrée. Je suis d'accord avec toi. C'est en fait pour moi au final le truc où tu te dis c'est génial cette idée et tu la pitches et en fait quand tu respires 2 minutes, tu dis ouais non mais il y a trop de trucs qui vont pas en fait. Mais ça, on dirait que c'est une étape qui est jamais passée. Les gars, en préparant cet épisode, je voulais trouver un flop, mais j'avais pas envie forcément d'aller dans les trucs, tu vois, trop prédictifs, genre les Google Glass, etc. Et donc, j'ai cherché un peu quel pouvait être un flop masterclass. Et je crois que j'en ai trouvé un. C'est Boeing avec leur 737 MAX. Alors moi, je suis pas du tout un grand connaisseur de l'aviation, donc je vais essayer de rester en surface pour que d'ailleurs tout le monde nous comprenne. Mais quand on voit un peu les tenants, les aboutissants de ce truc, c'est juste une dinguerie. Et tu parlais d'arnaque, je crois qu'on y arrive complètement, d'arnaque dangereuse, parce que ça a coûté littéralement des vies à des gens. Qu'est-ce qui se passe ? Boeing... regardez un peu Airbus de manière, tu vois, genre c'était le petit pousset là qui était là, qui commençait à sortir, l'européen qui faisait pas très peur aux géants américains du secteur, puisque Boeing c'était le banger, c'était la société à suivre si tu prenais l'avion, c'était souvent du Boeing. Et moi je me souviens quand je voyais marqué Boeing, j'avais l'impression d'être un Américain, tu vois. D'ailleurs, petite anecdote, Boeing, ça s'appelle Boeing parce que c'est le nom de son fondateur, qui est un entrepreneur et un aviateur. Donc, j'ai cru que c'est parce que quand les avions atterrissaient, ils faisaient Boeing. Excellent. Écoute, incroyable. Il faut savoir qu'en 2010, Airbus annonce un nouvel appareil. On connaissait l'A320 et ils sortent l'A320 Neo. Et là, il se passe un truc, c'est que Boeing commence un peu à flipper parce que l'appareil a beaucoup de succès, il a beaucoup de points forts, stabilité, modernité. Il a remodernisé tout le cockpit et aussi il avait suivi, alors un peu par chance au moment de sa sortie, de sa conception plutôt, je veux dire, les virevoltages, on va dire, du pétrole, en fait, du cours du pétrole. Et du coup, c'était un appareil qui était assez économe, je veux dire, au niveau pétrole. Et en fait, ils sont là en train de se dire, là, Airbus, ça devient du sérieux, il va falloir qu'on réagisse très, très vite. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent un de leurs appareils, le 737, et ils sortent une version max, de ce que je comprends. Il faut savoir aussi une autre chose, c'est que l'A320 Neo, il a un truc un peu banger pour les acheteurs, les compagnies aériennes qui les achètent, c'est qu'il avait été designé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de changements vénères pour que les pilotes doivent repasser des certifications pour pouvoir piloter ces avions. Et ça, c'est un coût non négligeable. Du coup, quand tu dois choisir entre, par exemple, un nouveau Boeing
avec potentiellement des nouvelles technologies, mais que tu dois recertifier tes pilotes, et un A320 où en fait les mecs ils y arrivent, ils sont comme dans un pantoufle et ils peuvent piloter leur truc, et ben ça c'est le choix est vite fait, j'ai envie de te dire. Le truc qui se passe, c'est que Boeing doit réagir, donc prend son modèle, et en fait la différence un peu entre un Boeing et un Airbus, comme je te dis, je suis pas un grand connaisseur, mais de ce que j'en ai vu, le Boeing est plus bas que le Airbus. C'est un choix volontaire. Les ailes sont à hauteur d'homme, entre guillemets, et à chaque fois leurs moteurs, ils sont designés pour ne pas toucher le sol. Sauf que Airbus, lui, a ce fameux nouveau moteur là qui apparemment performe bien, et qui, lui, par contre, si tu essaies de le mettre sur un Boeing, tu vois, si tu prenais ce fameux moteur qui est le LEAP de mémoire, eh ben, il touchait le sol. Il touchait le sol et ça posait problème. C'est vraiment d'encombrement, il était trop grand. Ouais. Exactement. Donc, tous les ingénieurs de Boeing s'arrachent la tête parce qu'ils veulent garder leur 737 d'origine. Et en fait, ils trouvent une solution. C'est que leur moteur, au lieu de les mettre pile sous l'aile, il est sous l'aile, mais il est légèrement vers l'avant. Comme ça, en fait, ça traite ton problème d'être trop bas. Ah, il est légèrement le nez vers le haut, le moteur il est relevé parce que c'est plus gros au niveau de la turbine et pas. Ok, d'accord. Il est vers l'avant de l'aile, mais il est plus vers l'avant. Du coup, il dépend pas de la hauteur de l'aile. En fait. Ok. Le problème qui se passe, c'est que du coup, ça déséquilibre l'avion. Ok. Parce que du coup, le poids est plus réparti vers l'avant. Et en fait, pour compenser ça, Boeing crée ce qu'on appelle le MCAS, qui s'appelle donc le Maneuvering Characteristic Augmentation System, qui est un logiciel qui permet de gérer, enfin de prendre en compte ce form factor et de régler logiciellement, il compense. Il compense exactement l'équilibre de l'avion, et il va essayer de repiquer l'avion pour que ça pose pas de problème. Ce logiciel qui vient du coup compenser, ça pose un problème pour Boeing. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, il faudrait recertifier tous les pilotes qui connaissent pas ce logiciel pour prendre en compte. Et en gros, ça coûte 10 millions de dollars par compagnie pour pouvoir mettre tout le monde au diapason. Et face à Airbus, comme je te l'ai dit, le choix d'acheter un A320 Neo ou d'acheter donc ce nouveau modèle et de devoir ça recertifier tout le monde, le choix, il est vite fait. Du coup, ils décident de carrément faire disparaître toute mention de ce logiciel-là, qui est à la base aussi matérialisé, on va dire, par un capteur à l'avant de l'avion qui va permettre justement d'aider à vérifier l'équilibre de l'avion. Et ils en retirent toute trace de ce logiciel, que ce soit au niveau des manuels, des fiches techniques, tout. En gros, ce truc n'existe pas. Ça a quoi comme conséquence ? Des crashs en série. On a un crash de la Lion et de l'Ethiopian Airlines qui, à cause en plus de la sonde, donc quand je vous ai dit, qui permettait justement de prévenir le logiciel qu'il y a un déséquilibre et qu'il faut réajuster, fait en sorte que les avions se cassent la gueule. Et comme les pilotes sont pas informés parce qu'on leur a caché l'existence de ce logiciel-là, imagine-toi, tu pilotes ton avion et que t'es pas au courant et que tu as un système qui va peut-être prendre un peu à la place les commandes pour toi pour réajuster. Du coup, ils voyaient l'avion faire des dingueries et ils se disaient « Attends, mais moi, je comprends pas ce qui se passe. » Du coup, ça a donné lieu à des crashs inexpliqués pour beaucoup. Ils se sont tous retournés contre Boeing qui a dû annoncer qu'en fait, il y avait ce système-là qui existait et qui avait été caché à beaucoup de monde. Parce qu'en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que normalement, avant d'être mis dans les airs, ces avions, ils passent des contrôles, notamment avec la FAA, la Federal Aviation Administration, qui est le régulateur américain, pour dire, OK, tout est carré, l'avion, il est en droit de voler, il n'y a pas de souci. Sauf que la FAA, elle a délégué à Boeing, à des employés de Boeing, le fait de tamponner la validation. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, en fait, comme les mecs, ils étaient de la même maison et qu'en plus, les Américains, ils ont quand même tendance à se soutenir les uns les autres, ils ont passé tout ça sous silence, ce qui a donné les crashs dont je vous ai parlé et qui fait en sorte que l'avion est cloué au sol pendant très longtemps, pendant jusqu'à 2020. On dit stop, ça suffit. On arrête avec les frais. C'est une catastrophe industrielle par Boeing, quoi. Et donc, il a toujours le droit de voler, cet avion ou pas ? Cet avion vole toujours, les mecs. Ah ouais ? Ouais, ils volent toujours, malgré que, de un, ils ont réglé le problème des sondes et qu'ils ont mis
du coup en lumière l'existence du fameux logiciel qui va permettre de rééquilibrer. Il continue de voler, mais sachez une chose, il continue de rencontrer des problèmes. En janvier 2024, il y a une porte d'issue de secours qui s'est arrachée en plein vol lors de l'Alaska Airlines à cause de boulons manquants. Ah, mais ça, c'est un problème d'entretien. Ça, c'est après, dingue. mais- Ouais. Alors, c'est T'es en plus... vol et t'as la porte qui se barre, c'est Ouais, chiant. effectivement, là, l'histoire que je vous raconte a plus forcément écho avec le problème initial, c'est-à-dire le problème de sonde et le problème donc ce fameux logiciel, le MCAS. Mais en fait, les racines du mal de Boeing, et ce qui fait qu'on pourrait finalement en voir un flop gigantesque, une disparition potentielle de Boeing. Je pense pas parce que c'est un fleuron américain, ils le laisseront peut-être pas mourir. Mais il faut savoir qu'en 1997, ils fusionnent avec une autre entreprise qui qui est tenue par McDonnell Douglas. Et en fait, tu as un choc des cultures qui se fait entre les deux sociétés, entre une Boeing qui, elle, peu importe les coûts, veut faire le meilleur avion possible, mettre les meilleures technologies possibles Dans un avion, et l'autre entreprise qui, via ce rachat et cette fusion, se sauve un peu les fesses. Et elle avait était déjà en très mauvaise posture et était déjà dans une opération de coupe des coûts de plus en plus. Et donc, en fait, le problème, c'est que ce McDonnell Douglas, qui était le président, patron de la société Douglas, eux décident, prend le pas un peu sur la culture de l'entreprise parce que le mec devient COO de la boîte et il commence à instaurer cette culture de la rentabilité, et il le dit lui-même, il a voulu faire de Boeing un véritable business plutôt qu'une entreprise d'ingénieurs. En fait, tu as eu une bataille entre les businessmen et les ingénieurs, et c'est les businessmen qui ont gagné, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même encore, il y a énormément de problèmes de contrôle de qualité de chez Boeing, ce qui fait que finalement, ça pourrait faire disparaître cette société. Donc voilà, je voulais vous parler de cette technologie qu'ils ont mis en place pour essayer de contrer Airbus, qui finalement s'est fait à la fois en termes d'arnaque, D'image, ils ouais. ont caché la C'est vérité aux entreprises. Il y a des entreprises qui ont dû faire face à des crashs. Ouais, les employés, Tout les ça. employeurs, tout le monde a été impacté. Et il y a eu des victimes. Donc, franchement, je suis encore étonné que cette société-là puisse encore voler, proposer des avions. On va terminer avec ce dernier flop qui est assez colossal et peut-être que vous en avez entendu parler. En tout cas, en 2014, 62 000 personnes, elles, en ont entendu parler. Ils ont cru financer une glacière la plus cool du monde, la plus tech du monde, et finalement, ils ont financé l'un des plus gros flops de Kickstarter. Carrément. Carrément. Pour vous dire, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle du deuxième plus gros succès de Kickstarter après l'histoire de Pebble Watch. Ok. Donc Pebble, on en a déjà parlé ouais. sur le Les podcast, montres, vous avez une idée. e-ink, quoi. Exactement, donc c'est le deuxième plus gros carton. projet de Crowdfundé la sur plateforme. ouais. Il y a au début leur objectif avec ce truc-là, je vous ramène un petit peu aux bases. À l'été 2014, il y a un entrepreneur américain qui s'appelle Ryan Graper qui veut lancer un projet du coup sur ce fameux Kickstarter, une glacière nouvelle génération bourrée de fonctionnalités baptisée Coolest Cooler. C'est déjà compliqué à dire. Donc ça vous en dit long sur le truc. La glacière la plus fraîche. La glacière, globalement, pour tout vous dire, elle est pensée pour tout et n'importe quoi. Vous voyez les images, c'est dingue. Tu sais, l'image où tu vois le produit au milieu et t'as plein de flèches, c'est celle-là. La glacière, elle fait bien sûr glacière, mais elle a également un blender intégré pour tes smoothies ou tes cocktails. T'as un haut-parleur Bluetooth étanche, t'as un chargeur USB pour smartphone, t'as un décapsuleur, des LED, un espace à couvert, un séparateur, des roulettes tout-terrain. Bref, le truc est ultra modulaire, Le truc, c'est- connecté, fun, tout ce que tu veux. Mais c'est un peu stylé en vrai, c'est pas si dur que ça à mettre en œuvre. Ouais, mais pour moi, c'est un truc, c'était obligé d'avoir un cybertruc pour... Ouais, bon, peut-être. Alors ça. en vrai non, elle est ultra Ah ouais compacte, mais genre le Ok. truc se déplie et tout, donc le concept est hyper stylé. Et pour ça, ils veulent lever 50 000 $. Donc en vrai tu te dis pourquoi pas. C'est pas Le si ré- cher. hein. C'est pas si cher, sachant que généralement quand tu voulais commencer, donc il y a cette fameuse histoire de early bird, donc quand tu veux backer dès les premiers trucs, donc le premier contributeur, Ouais. c'est 185 $. Donc tu te dis bon, l'offre étant limitée, il faut être le premier dessus, mais ça peut être pas mal. Ensuite le prix il est passé de 200 puis 220 $ en fonction du coût du grade du backer, avec des frais de port qui sont un peu élevés, entre 20 et 60 $ par pays, mais bon tu peux comprendre, c'est un Kickstarter et tout ça, donc ok. Et finalement c'est sorti en 2016, je vais revenir un petit peu avant, mais pour vous donner une idée du prix, la Coolest Cooler elle était vendue 399 $ sur Amazon. Bon, pour une glacière ça fait un peu cher, sachant que tu peux en trouver chez Decat pour pas grand chose, mais là
ça te vend du rêve, tu vois. Tu te dis, ok, je vais avoir le truc Oui, de Oh, la dingue. gueule des pique-niques. Il fait Ah ouais, powerbank, il fait le truc, tu emmènes T'as que ça l'enceinte, et ouais, c'est t'as ça. tout. En fait. Ouais, tu veux un T'as petit tout. smoothie, clac, tu mets dedans, hop, ça tâche le Il truc. manque Non, plus qu'un truc pour stocker la nappe. mais t'es le mec le plus cool de la plage, là. Exactement, d'où le nom Coolest. Voilà, ça en fait partie. C'est moi, ça me fait plaisir. La promesse, c'est un truc révolutionnaire. Tu te dis, vas-y, je vais avoir un truc de zinzin et tout pour une glacière. Au final, ça a été un cauchemar logistique pour des milliers de backers. Il y a eu des problèmes de production, des coûts complètement mal estimés, une gestion chaotique du projet. Au final, c'est une glacière pensée pour les vacances qui aurait dû cartonner, tout simplement, avec un produit cool, utile, lifestyle, tout ce que tu veux. Finalement, la couleuse couleur, elle coûtait beaucoup plus cher à fabriquer que prévu. Il y a certains backers qui ont attendu jusqu'à 4 ou 5 ans pour recevoir la glacière. Putain. C'est dingue. Sachant qu'il y a une liquidité tellement insuffisante que Grepper, le fondateur, vend des Coolest couleurs sur Amazon pour générer du cash. Et ensuite, donc, il vendait d'abord ces trucs-là sur Amazon avant de gérer les backers derrière. Ça veut dire que le backer qui croit en projet, qui soutient le projet, il se fait terminer ouais, de ouf. dingue. Parce qu'il faut que- récupérer l'argent de quand il vend la Ouais, et couleur sur- et au sur- prix du marché avant de la vendre aux backers qui l'ont payé moins cher. Et Exactement. surtout que tu payes un peu pour le côté exclusivité de l'avoir en premier. Et finalement, C'est le l'inverse. client Amazon, il l'a avant toi, quoi. C'est l'inverse. Et c'est pire que ça. Parce que donc après, il y a eu une tempête médiatique de ouf. Ouais, ça a ça- dû commencer à gueuler, quoi. Exactement, la production, apparemment, l'équipe a été accusée d'avoir privatisé la production pour des clients du coup externes aussi, dont Amazon. Et ce qui est plus fou, c'est qu'en 2019, l'entreprise annonce qu'elle ne pourra pas livrer tous les contributeurs, sauf s'ils repayent $97 supplémentaires. Allez. Donc tes backers, Allez, tu crois au projet c'est ça. t'attends 5 ans pour qu'au final tu reçoives un mail disant On te dit, Tu nous paye dois 100 encore 100 dollars. balles. paye, et après tu frérot. vas peut-être le recevoir. C'est terrible. C'est un truc de dingue. Finalement, la société, elle fait faillite en 2020 sans avoir livré la majorité des produits. Le site ferme, les comptes sont désactivés et l'aventure se termine dans un silence glacial. C'est Bravo. terrible. Alors là, Voilà, celui-ci, pour t'as le vu coup, c'est. GG. Ça a acheté un coup de froid, cette affaire-là. Ouais. Exactement. Ouais. Non, c'est franchement assez dingue. Donc j'espère que vous faites pas partie de ces backers Non, parce que l'histoire est quand même terrible. Et Ouais. pourtant, c'est le projet qui a levé le plus, enfin le deuxième projet qui a récolté le plus d'argent, sachant que ils voulaient de base lever 50 000, ils ont levé 13 millions. Oh, punaise. Voilà. T'imagines s'ils avaient juste eu les pauvres glacières à livrer, là, je sais pas, des 60 mecs qui ont commandé à 50 000 balles et qu'ils avaient quand même dépassé. Ah ouais. Alors que là, ils étaient genre à, je sais pas, 3000% de ce qu'ils devaient commander. Ah ouais, là c'est dingue. Et tu peux encore retrouver le Kickstarter aujourd'hui du Alors, Coolest attention, Couleur ne baquez pas. pour justement. Alors tu peux plus le baquer, mais tu vois un petit peu l'historique Ouais, du l'histoire truc. du truc. C'est assez dingue. Je pense que les commentaires en dessous, ils doivent être saignants de ouf. Hein. Ça m'a glacé le sang. Et ben voilà. Pour ces petits flops, il y en a bien évidemment d'autres qu'on a en stock. Vous nous dites sur Instagram si vous voulez qu'on vous sorte un épisode dédié là-dessus, parce que la tech, on a connu énormément. Le monde des startups, on a connu énormément. Le design aussi, donc on peut clairement vous compiler ça. Mais merci en tout cas d'avoir passé ce petit moment avec nous dans Bubble. N'hésitez pas pour les petites 5 étoiles qui font plaisir, les DM Insta, vos vocaux si vous avez envie. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao. Bye bye tout le monde.